Bonjour à tous. Donc, il me revient la tâche un tout petit peu intimidante d'ouvrir cette journée par un témoignage. Donc, le propre d'un témoignage est de partager une expérience vécue personnellement ou collectivement. C'est donc ce que je vais tâcher de faire ce matin en partageant avec vous mon expérience à la fois de visite apostolique et de visite canonique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de vous présenter en quelques mots l'institut auquel j'appartiens. La congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre a été fondée par Adèle Garnier, en religion Mère Marie de Saint-Pierre, dont le procès de béatification est ouvert. Elle a entendu l'appel de Dieu à fonder une congrégation de sœurs adoratrices et servantes, comme elle le disait elle-même, à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, alors que celle-ci était tout juste en train de sortir de terre. La congrégation a été reconnue le 4 mars 1898. Elle est de droit pontifical, à vœu simple, et compte actuellement 95 membres repartis sur 9 prieurés à travers la France. Nos constitutions définissent notre vie de la manière suivante. Je cite, « Sa vie est de forme monastique, de là jaillit son projet apostolique, l'animation spirituelle et matérielle des lieux de prière. » En 1969, une très jeune sœur a été élue prieure générale après seulement 2 ans de profession perpétuelle et 6 années de vie religieuse. Elle vient tout juste d'avoir 33 ans et elle est sans formation. En 1966, elle avait déjà été nommée prieure locale et maîtresse des novices, alors qu'elle était elle-même encore professe temporaire. Cette nouvelle prieure générale va gouverner la congrégation pendant presque 30 ans de manière officielle, cumulant 5 mandats consécutifs de 6 ans et pendant 43 ans de manière effective. Sans véritable contre-pouvoir, elle va progressivement mettre en place un système d'emprise qui a engendré par la suite de nombreux abus de pouvoir et abus spirituels. Les visites canoniques, pourtant bien prévues par nos constitutions, n'étaient pas effectuées. Les mandats n'étaient pas respectés et la gouvernance locale était quasi inexistante. Tout descendait de la prière générale de manière verticale et les prières locales n'étaient que de simples courroies de transmission. Une crise importante survient en 2004. Cette sœur n'était plus prieure générale, n'ayant pas pu être réélue pour un 6e mandat, mais en réalité, elle a continué à gouverner à travers celle qui avait été élue prieure générale au chapitre de 1998, mais qui n'a pas pu exercer véritablement sa fonction. Une visite apostolique est alors mandatée par le Saint-Siège. J'ai souvenir à l'époque d'avoir été informée de cette visite qui a été présentée comme une menace dont il fallait se protéger. On disait que les nombreuses vocations dont la congrégation bénéficiait à l'époque rendaient les autres jaloux et que l'Église ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre. Un visiteur apostolique a été nommé, mais il ne rencontrera qu'un tout petit nombre de sœurs, principalement le conseil général et les prieurs. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas visité nos différentes prieurés et tout a été bouclé en très peu de temps. Aujourd'hui, avec le recul et avec les éléments dont je dispose dans les archives, il semblerait qu'il n'a pas été totalement libre pour mener cette visite comme il aurait voulu ou comme il aurait dû.
J'aimerais souligner à ce stade l'importance du choix des visiteurs pour un institut qui est en difficulté. Dans notre cas, celui qui avait été choisi a fait la visite seul et n'avait vraisemblablement pas l'impartialité nécessaire pour pouvoir mener à bien sa tâche. On peut faire l'hypothèse aujourd'hui qu'il s'est trouvé dans un conflit de loyauté qui ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout de son travail, ni d'appliquer les mesures qui auraient été nécessaires. Les quelques mesures qui avaient été demandées n'ont pas été mises en place, et il n'y a pas eu de suivi de sa part ou de la part de quelqu'un d'autre pour s'en rendre compte. En somme, rien n'a changé. Bien au contraire, le système abusif s'est emballé de plus belle avec de nombreuses souffrances pour les sœurs et pour leurs familles. Pendant 8 ans, ayant l'impression d'avoir en quelque sorte gagné face à ce qui avait été présenté comme une attaque venant du dehors, les mesures de coupure avec l'extérieur, des verrouillages et d'infantilisation n'ont fait que croître dans un climat d'autoréférentialité absolue. Il nous a fallu attendre encore 8 ans avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle visite apostolique et de commencer à sortir de ce système d'emprise, car celle qui aurait dû quitter le gouvernement dès 1998 a continué à exercer une très forte influence et à gouverner la congrégation à travers les 2 prières générales successives. Ce n'est donc qu'en 2012 que nous avons appris qu'il y aurait une nouvelle visite apostolique. Nous étions convaincus qu'il s'agissait d'une nouvelle menace dont il fallait se protéger, quitte à mentir aux visiteurs s'il le fallait. En effet, l'emprise était devenue si forte que petit à petit, nous n'avions même plus la capacité de réfléchir librement et de discerner le bien du mal, la vérité du mensonge. Cette fois-ci, les visiteurs étaient 2, un homme et une femme. Ils ont visité tous nos prieurés et ils ont écouté chaque sœur. Je salue ici la ténacité et le courage dont ils ont fait preuve, parce que par moments, on leur a rendu la vie bien difficile. Leur travail a duré 8 mois. Nous avons reçu les conclusions de cette visite en octobre 2013 et en même temps, nous avons appris la nomination d'un commissaire apostolique qui a gouverné la congrégation pendant 7 ans. Pour l'aider dans cette œuvre de reconstruction et de réforme, il a fait appel à 2 supérieurs majeurs d'autres instituts qui ont intégré notre conseil général durant 6 années. Ces différents regards extérieurs ont été très enrichissants pour notre reconstruction. Je voudrais souligner ici le contraste saisissant entre la visite non aboutie en 2004, où il n'y a pas eu de suivi par la suite, et cette visite de 2013 qui nous a permis enfin de commencer à nous libérer de cette emprise et de nous reconstruire. Le gouvernement en place au moment de la visite a été démis et des mesures d'éloignement de la congrégation ont été mises en place pour quelques sœurs, dont celle qui avait édifié progressivement le système d'emprise. Elle décédera en dehors de la congrégation en novembre 2016. Nous avons pu vivre un chapitre général en octobre 2020 où j'ai été élue prieure générale succédant au commissaire apostolique. J'ai pu bénéficier de son soutien et de ses conseils pendant 2 années encore en tant qu'assistant apostolique. J'ai conscience aujourd'hui à quel point nous avons été soutenus et assistés par l'Église ces dernières années et nous en sommes profondément reconnaissantes. Le travail de visiteur ou de commissaire apostolique est extrêmement difficile, délicat et très souvent ingrat.
celui ou celle qui est envoyé se trouve dans une situation de crise avec toute la souffrance que cela suppose. Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de regretter que les instances de vérification, de veille et de contrôle que le droit canonique prévoit n'aient pas été mises en œuvre pendant de si longues années et que la formation reçue alors n'a été que purement théologique, philosophique et dogmatique. Si nous avions eu à l'époque les éléments de connaissance en droit canonique et en sciences humaines que nous avons aujourd'hui, l'histoire aurait pu se dérouler tout autrement. Je me permets d'insister aujourd'hui sur l'importance de la formation dans nos instituts, non seulement la formation initiale, mais également la formation continue, avec une vraie ouverture vers l'extérieur, vers d'autres traditions, courants de spiritualité et instituts. Notre expérience de ces dernières années nous a montré combien cela est enrichissant et stimulant et contribue à la lutte contre l'autoréférentialité. L'expérience malheureuse d'une visite apostolique non aboutie et des conséquences néfastes que cela a engendrées a forcément marqué ma propre manière d'effectuer aujourd'hui les visites canoniques. Selon notre droit propre, je cite, « La prière générale ou exceptionnellement une religieuse déléguée par elle a le devoir de faire au moins une fois tous les 3 ans la visite canonique de chaque prieuré. » Fin de citation. J'ai donc effectué la première série de visites de tous nos prieurés entre 2020 et 2023, assistée par une conseillère générale. Bien que nos constitutions n'excluent pas la possibilité de faire seules les visites, j'ai voulu les faire à 2 pour bénéficier d'un autre regard. J'ai expérimenté ces dernières années à quel point on est plus efficace à 2, surtout en ce qui concerne l'écoute. Il est inévitable qu'au bout de plusieurs heures d'écoute dans une journée, on ne saisisse pas tout. Le fait de reprendre un entretien avec la co-visitatrice enrichit et éclaire ce qu'on a pu entendre personnellement. La complémentarité des 2 visiteurs rend plus fructueuse la conduite des entretiens et la rédaction de la charte en fin de visite. Cela aide aussi à déjouer tout risque éventuel de piège relationnel. La préparation et l'exécution de ces visites ont été pour moi une priorité, et j'ai voulu y consacrer le temps qu'il fallait, prenant souvent 1 semaine pour une communauté de 8 sœurs. Ce temps plus long m'a permis de vivre au rythme de la communauté, d'être présente dans les différentes missions apostoliques et de rencontrer, le plus souvent de manière informelle, ceux et celles qui côtoient mes sœurs dans leur quotidien. Cela permet en quelque sorte de prendre la température de la communauté, si j'ose dire, et de percevoir les différents enjeux. En ce qui concerne le suivi après la visite, lors du chapitre général de 2020, nous avons voulu ajouter dans nos constitutions le fait qu'après 6 mois, la prieure locale fera un point d'étape sur la mise en place des mesures qui ont pu être demandées lors de la visite canonique. Je cite encore nos constitutions. La prieure générale rédige une charte et la remet à la communauté. Après 6 mois, la prieure locale enverra à la prieure générale un rapport sur l'application de cette charte. Fin de citation. Le fait de préciser que je dois rédiger une charte à la fin de chaque visite garantit qu'il reste une trace écrite dans la communauté des demandes, suggestions ou propositions d'ajustement laissées à l'issue de la visite. J'essaie de faire en sorte que ce document ne soit pas une simple liste de préconisations,
mais un texte qui lie à la fois le spirituel et des mesures concrètes à mettre en œuvre. Comme le disent nos constitutions citées plus haut, nous essayons de tout faire pour que la visite soit source d'élan nouveau pour la communauté. Les expériences douloureuses du passé ont fait que les sœurs avaient une certaine appréhension, voire peur, au début de ces visites canoniques. En privilégiant un moment de convivialité et de détente avec la communauté à la veille de la visite, j'ai essayé de dédramatiser la chose, si je peux dire, et faire en sorte que ces visites soient un moment de grâce et même de joie. Il est en effet très important de normaliser ces visites qui peuvent vraiment être vécues comme une visitation au sens biblique du terme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre journée liturgique est encadrée de 2 visites. Dans le Benedictus, c'est Dieu qui visite son peuple en vue de leur salut, tandis que le Magnificat du soir est le chant d'action de grâce de Marie en visite à sa cousine Élisabeth. Il serait bon petit à petit d'entrer dans une culture de la visite qui ne doit jamais être contre, mais toujours pour. Il ne s'agit pas de venir dans une posture d'enquêteur, mais en sœur qui a reçu, pour un temps, la mission d'accompagner ses sœurs sur le chemin. Elle est là pour les aider à prendre du recul et faire le point sur leur vie personnelle et communautaire dans un climat de bienveillance et de confiance. Celles qui font la visite reçoivent des membres de la communauté le récit de leur vie communautaire et apostolique. Elles n'arrivent pas comme des sachants, mais dans une attitude d'ouverture qui favorise l'écoute des membres de la communauté et de l'Esprit Saint. Elles doivent ensuite regrouper les différents récits pour trouver, toujours avec l'aide de l'Esprit Saint, le fil délicat et précieux de la vie de la communauté. J'aime parfois utiliser l'image d'un instrument de musique pour expliquer le but d'une visite canonique. Il ne s'agit non pas de réparer l'instrument, car il n'est pas cassé, ce qui peut être en revanche le cas dans le cadre d'une visite apostolique, mais plutôt de réaccorder l'instrument. Imaginons un instant l'orgue de la chapelle. Il y a peut-être des pièces légèrement usées ou grippées qui ont besoin d'un peu d'huile. Il y a peut-être aussi quelques touches qui collent ou qui sonnent faux. Comment pourrions-nous réfléchir ensemble et apporter les réajustements qui s'imposent pour que ce magnifique orgue retrouve tout son éclat et joue harmonieusement avec toute sa puissance? Cela n'enlève en rien, bien sûr, l'exigence de dénoncer d'éventuels dysfonctionnements pour que la visite canonique joue pleinement son rôle de vigilance et de veille. L'échange communautaire sur la charte de visite, puis sa lecture fréquente à l'avenir, favorise un ajustage mutuel et la mise en place des modifications demandées pour une plus belle harmonie dans la vie communautaire et une plus grande fécondité dans la mission. Chaque visite marque un nouveau départ pour la communauté et pour chacun des membres. Pour ma 2e série de visites qui vont commencer à partir de mai cette année, j'ai souhaité, avec l'accord du Conseil général, les effectuer avec une personne d'un autre institut pour avoir un regard extérieur, pour bénéficier d'autres expériences et pour continuer à apprendre. J'aimerais conclure ce temps de témoignage avec une citation de saint Paul tirée de son épître aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Cette phrase m'a toujours habitée au moment des doutes, des peurs et des incompréhensions face à ce qui est arrivé à mon institut. Elle m'a aidée à poser un acte de foi et à croire que la crise traversée par mon institut et tant d'autres sera source de purification et de renouveau, à condition de nommer et d'assumer le mal qui a été fait et la souffrance que cela a engendré. Le temps de reconstruction peut être long, mais en ces jours durant lesquels nous nous préparons à fêter Pâques, j'aimerais terminer sur une note d'espérance en citant le pape François avec quelques lignes d'une homélie prononcée lors de son voyage apostolique au Canada en juillet 2022. Je le cite. « Le voyage des disciples d'Emmaüs est une image de notre route personnelle et celle de l'Église. Sur le chemin de la vie et de la vie de foi, tandis que nous poursuivons les rêves, les projets, les attentes et les espérances qui habitent notre cœur, nous nous heurtons aussi à nos fragilités et faiblesses. Nous expérimentons défaites et désillusions, et parfois nous restons prisonniers d'un sentiment d'échec qui nous paralyse. L'Évangile nous annonce que, précisément à ce moment-là, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur vient à notre rencontre, se joint à nous, marche sur la même route que nous. Et quand l'échec laisse place à la rencontre avec le Seigneur, la vie renaît à l'espérance. Je vous remercie. Alors évêque de Châlons en Champagne, j'ai donc été nommé le 24 juin 2022 par le cardinal Joseph de Kessel, qui était archevêque de Malines-Bruxelles et garant de la communauté du Verbe de Vie, association privée de fidèles. J'ai été donc nommé par lui administrateur de cette communauté. Il venait de décider, de décréter la veille la dissolution de la communauté pour le 30 juin 2023. Donc j'avais une année devant moi pour prendre, bien sûr, le gouvernement de la communauté et la conduire vers sa dissolution. Cette nomination était motivée sans aucun doute par ma proximité avec le Verbe de Vie, puisque la maison principale de la communauté se situait dans mon diocèse à l'abbaye d'Andecy. Bien sûr, je m'étais intéressé de près à la visite canonique de l'hiver 2022, mais je n'avais a priori aucune expertise particulière en la matière. Alors cette visite canonique de 2022 fut déclenchée par la démission du modérateur, qui était un laïc expérimenté. Il a démissionné, constatant une impossibilité de gouverner, de réformer cette communauté du Verbe de Vie. Donc il a exercé 18 mois de mandat, démissionné, et la visite canonique a été donc décidée à la suite de cela. Une situation donc chaotique, sans issue, qu'il me faudra donc accompagner en fin de vie. Les soins palliatifs, en quelque sorte, accompagner, écouter, préparer la fin et tout faire pour éviter la souffrance. La visite canonique de 2022 n'était que la deuxième en plus de 30 ans. La précédente datait de 2002. Et cette visite de 2002 avait déjà relevé des dysfonctionnements graves. La communauté avait été fondée en 1986 et dès 1989, des signalements de graves dysfonctionnements ont été effectués par certains membres.
La première visite canonique n'est intervenue qu'en 2002. Et puis donc celle de 2022, 20 ans après. Donc si très peu de conséquences avaient été tirées de la visite de 2002, on peut noter simplement un effort de formation et aussi l'éviction d'un couple parmi les fondateurs, et j'y reviendrai. La visite de 2022 a conduit donc à la dissolution. Il fallait un liquidateur. Donc en arrivant dans le Var en décembre dernier, j'ai dû essayer de rassurer les nombreuses communautés présentes dans le diocèse de Fréjus-Toulon en leur disant que je n'en avais pas fait mon métier. Mais il y a quand même du travail à faire là-bas dans le Var. Alors le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre, tout s'est effondré pour les membres du Verbe de Vie le 25 juin 2022 à Andecy. Les presque 45 membres résidentiels qui étaient encore là, puisque depuis le début des années 2000, plus de 200 personnes avaient quitté la communauté. Les 45 membres résidentiels qui étaient encore là ont donc entendu en direct l'annonce de la dissolution faite par le père Luc Terlinden, qui était alors vicaire général de Malines-Bruxelles. Il est maintenant archevêque de Malines-Bruxelles depuis le mois de septembre. Pour certains et certaines, ce sont 30 années, quelquefois un peu plus, qui vont se terminer en queue de poisson, en quelques mois. Alors certains sont en colère à cause de cette décision de la dissolution. D'autres sont en colère à cause de l'inaction et du manque d'accompagnement pendant toutes les années qui ont précédé. Manque d'accompagnement de la part de l'Église. D'autres sont soulagés. Et je vous cite cette phrase que je garde scellée dans ma mémoire, je pense jusqu'à la fin de mes jours. « Monseigneur, voilà 22 ans que je suis dans la communauté. Aujourd'hui, c'est la fin de mon cauchemar. » Beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, une grande angoisse pour l'avenir. Et ce même jour, le 25 juin 2022, je vais donc passer 8 heures à écouter chacun et chacune. Je recueille les premières larmes, les premières révélations d'agression sexuelle, et je sors de là complètement lessivé. D'autant que les 3 à 4 personnalités qualifiées de toxiques ne se privent pas de me reprocher cette décision qui n'est pourtant pas la mienne. Je suis là, moi, pour aider, pour accompagner, pour rendre service. Donc l'écoute et l'accompagnement des personnes, ce sera ma priorité pendant ces 12 mois. Mise en place de l'accompagnement psychologique hebdomadaire, obligatoire pour chacun pendant tout l'été 2022. Nous avons réussi à mobiliser une vingtaine de psychologues qui ont écouté, accompagné les 45 personnes pendant tout l'été. Vérification aussi que chacun bénéficie d'un accompagnement spirituel en dehors de la communauté. Des heures au téléphone, et même pendant les petites vacances que j'avais réussi à préserver à peu près. Et pendant une année, j'estime à peu près à la moitié de mon temps passé au Verbe de Vie, et donc il ne restait plus qu'une moitié pour le diocèse de Châlons. Je me sens parfois comme un homme sous une avalanche. Que de souffrance. Mon ministère consiste donc à offrir la miséricorde. C'est en tout cas l'esprit que j'ai donné à ma mission d'administrateur pour conduire vers la dissolution. C'est beaucoup plus important pour moi que les autres tâches qui ne sont pas secondaires et que nous avons réussi à mettre en œuvre, à savoir trouver du travail pour tous et toutes, faire toutes les démarches auprès de la CAVIMAC pour tous les trimestres de cotisation qui n'avaient pas été assurés, versés, chercher des acquéreurs pour les biens immobiliers en Suisse et au Brésil, et aussi faire les signalements à la justice de la République et à celle de l'Église. Comme à Lourdes, on met la personne fragile au centre, la dissolution exigeait,
selon moi, de mettre l'écoute des personnes au centre, au cœur de ma mission. L'accueil, l'écoute, l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles seront aussi pour moi une grande leçon de vie. Et je ne suis plus le même. Je peux dire que les simples abus d'autorité, la confusion du fort interne et du fort externe, je reprends bien sûr des conclusions de la visite canonique, les humiliations et les culpabilisations de tous ceux qui osaient prendre la parole ou poser une question, produisent des situations psychologiques insoutenables. Sans parler de la violation du secret sacramentel au bénéfice de ceux qui gouvernaient la communauté. Vous imaginez les conséquences. On m'a parlé d'esclavage. Et je crois et j'espère que ce qui s'est passé pour le Verbe de vie pourra servir d'exemple, avec le courage de libérer les personnes de la servitude, même si les apparences et les façades sont belles. Les visites canoniques doivent donc dépasser la façade, il faut entrer dans la maison, il faut aller de la cave au grenier et en faire sortir les éventuels esclaves qui sont enfermés dans un système. Ça me rappelle quelque chose dans le livre de l'Exode. Je pense que la dimension pascale d'une visite canonique peut être mise en évidence, surtout dans le cas où une dissolution est prononcée. Il y a un vrai ministère de rédemption qui a été le mien. Je l'ai vécu avec eux et pour eux. Je crois pouvoir dire que la confiance a été suscitée par l'engagement qui a été le mien, je le dis en toute humilité et modestie, mais par une présence très forte, beaucoup de temps et une écoute très attentive, avec le maximum de bonté, de délicatesse, de bienveillance. J'ai vraiment appris ce qu'est la miséricorde, j'ai offert ce que j'étais capable de faire, écouter, regarder avec bonté, encourager avec amitié, regarder les choses en face avec réalisme, décider et assumer les décisions. Dans leur détresse, les membres de la communauté avaient besoin d'un référent solide et bienveillant pour les rassurer, pour les accompagner, pour apaiser les angoisses. Nous étions très peu dans le rapport hiérarchique, mais plutôt dans le registre de l'amitié et de la fraternité. En effet, pour eux, c'était la double, voire la triple peine. Les souffrances en communauté, la fin de leur projet vocationnel et une sorte d'abandon de l'Église. Il fallait donc que l'Église soit là pour assumer ses propres défaillances dans l'accompagnement et la vigilance, et que l'Église soit là pour réparer elle-même les dommages. Troisième point, le dispositif de dissolution. Donc en plus de l'accompagnement des personnes, j'ai mis en place tout un dispositif avec des collaborateurs, psychologues, experts comptables et administrateurs, canonistes, juristes. Et je les remercie du fond du cœur devant vous pour ce formidable travail d'équipe. Tout seul, je ne serais arrivé à rien. Nous avons accompagné la communauté dans sa réalité canonique, bien sûr, mais aussi dans sa réalité civile. Et les 4 associations qu'il fallait aussi accompagner vers leur dissolution, une association française, une association belge, une autre en Suisse et une autre au Brésil. Il y a le réseau Véro, la commission de reconnaissance et de réparation, les services juridiques de la CAVIMAC qui ont été aussi d'une grande aide. Nous avons pu accompagner chaque membre, et anciens membres aussi, dans la reconstitution de leur carrière cultuelle, pour rattraper, bien sûr, tous les trimestres non cotisés. Nous avons aidé à chercher, à trouver du travail ou une nouvelle orientation au service de l'Église. Et nous avons pu offrir à chaque départ, grâce à la gestion très précise de notre budget et de notre trésorerie, à chaque départ un pécule égal à 3 mois de SMIC. Personne, c'était ma petite formule,
Nous n'avons laissé personne tout seul sur le quai de la gare avec sa valise en carton. Nous avons financé des bilans de compétences, des consultations psychologiques et des formations. Nous avons pu vendre l'immobilier en Suisse et au Brésil. Au Brésil, c'est encore en cours. Les dernières mensualités arriveront encore pendant les 12 prochains mois. Je continue d'accompagner l'entité Verbe de Vie, même si je ne suis plus administrateur depuis la fin du mois de juin. Donc nous allons pouvoir attribuer aux anciens communautaires, particulièrement lésés par la vie de la communauté, une partie de ces fonds, après avoir procédé à un calcul très savant selon des critères et des coefficients. Donc tout sera soldé et la mission sera accomplie. Pour terminer, je retiens dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon expérience pastorale aussi pour aujourd'hui et pour demain, les paroles très très fortes, bouleversantes, émouvantes des personnes victimes d'agressions sexuelles. Vous savez que dans le cadre du Verbe de Vie, elles ont toutes été victimes du même prêtre qui n'était pas membre du Verbe de Vie, mais qui était le confesseur et conseiller spirituel obligatoire de tout le monde et qui reproduisait les mêmes gestes sur tout le monde. Donc, je retiens les paroles très fortes de ces victimes d'agressions sexuelles. Il y a quelques jours, à la CRR, lors d'une soirée mémorielle, et bien sûr, lors de tous les entretiens que j'ai pu avoir avec chacun et chacune. Et j'entends encore ces mots que je vais vous partager, entendus sur le parvis de la basilique de Notre-Dame de l'Épine, dans le diocèse de Châlons. C'était le jour de la Pentecôte 2023. J'avais voulu un grand week-end de clôture de la communauté pour rendre grâce, d'une part, parce qu'il y a des très belles choses, belles conversions qui se sont passées dans ce cadre-là, pour demander pardon et aussi pour repartir vers une nouvelle étape de la mission. Donc ce jour-là, sur le parvis de la basilique, après avoir marché depuis la cathédrale de Châlons, un couple très engagé dans la communauté et victime en couple d'une agression sexuelle par le même prêtre dont je parlais il y a un instant, en se relevant, puisque nous étions tous à genoux sur le parvis pour la déclaration de la reconnaissance publique du mal qui avait été fait, la demande de pardon, en se relevant, ils viennent me trouver et me disent « Merci, Monseigneur, on va pouvoir revivre ». Donc il reste maintenant à la justice à se prononcer sur les coupables de tous ces malheurs. Parmi eux, un couple, parmi les fondateurs, exclu en 2003, qui a fondé au Brésil une communauté copier-coller, d'où j'ai reçu des appels au secours de membres réduits en esclavage. C'est le terme aussi qui est employé. Sachez donc qu'avec le cardinal de Kessel et maintenant Monseigneur Terlinden, nous avons averti le Saint-Siège, les évêques brésiliens, les évêques portugais, puisque la communauté vient de s'installer au Portugal, maintenant les évêques italiens, puisqu'ils viennent de s'installer en Italie. Nous avons averti du danger que représente cette communauté à l'apparence toute formidable. Ce sont les semences du Verbe. La fin de vie du Verbe de vie va donc produire, je le crois, des fruits de vie pour toute l'Église. C'est la conséquence d'une visite canonique décisive et dont la préconisation majeure a été mise en œuvre par toute l'équipe qui m'a entouré. Ce que je retiens, c'est donc ce ministère de rédemption, ce ministère de renouveau, de renaissance pour tous les membres qui ont dû la quitter, mais aussi un message adressé à toute l'Église pour une vigilance extrême, parce que nous devons accompagner, protéger toutes les personnes qui veulent sincèrement donner leur vie au service du Seigneur et pour l'annonce de l'Évangile. Merci beaucoup. Comment détecter des mécanismes psychologiques dysfonctionnels dans un groupe, dans une communauté? Évidemment, c'est un défi que je me sens incapable d'honorer. Donc je vais essayer simplement, dans cet exposé qui sera partiel et incomplet, mais en tout cas de dégager
un certain nombre d'axes et de points d'intention, et je vous propose un peu un parcours en 4 étapes. En l'occurrence, pour mon propos, je m'appuierai donc sur mon expérience de psy, coach superviseur, qui exerce à la fois dans le monde profane, dans le monde civil, et je réalise aussi des accompagnements dans le monde religieux. Dans le monde civil, notamment, je suis amené, par mes fonctions actuelles des hôpitaux de Paris, à accompagner un certain nombre de services hospitaliers, de services médicaux, dans lequel, finalement, il peut y avoir, d'une certaine façon, des problématiques assez proches et qui me mettent un peu en situation de visiteur, voilà, d'accompagner des services qui vont bien, mais parfois aussi des services qui ne vont pas bien, et pour des raisons dans lesquelles voilà, il peut y avoir eu des choses qui peuvent avoir alerté. Voilà. Et puis, dans le monde religieux, où je réalise des accompagnements individuels de religieux, de prêtres, mais aussi de communautés. Voilà un petit peu pour vous situer d'où part un petit peu ce propos que je vais vous partager. Donc, première étape, pour nous approcher en fait du contenu que porte cette question, comment détecter des mécanismes psychologiques, en l'occurrence dysfonctionnels, lors d'une visite. D'abord, c'est que détecter des mécanismes psychologiques dysfonctionnels, c'est, première étape, extrêmement difficile. Voilà, je le pose, c'est quelque chose de très très difficile, y compris pour des professionnels de la relation d'aide. J'évoquais à l'instant qu'il m'arrivait voilà, d'être dans des situations, dans des environnements profanes, hospitaliers en l'occurrence. Je constate avec mon équipe, combien c'est difficile. C'est difficile parce que, de fait, les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre sont nombreux, ils sont complexes, et parce que les mécanismes de dissimulation sont, j'allais dire, presque encore plus nombreux. Donc, c'est très difficile, y compris pour des professionnels de relation d'aide. Il me semble que c'est encore plus difficile dans l'environnement ecclésial, et ça pour plusieurs raisons que vous savez, c'est que la personne investit de l'autorité dans un service hospitalier, par exemple le chef de service par exemple, c'est le chef du service et ça s'arrête là. La personne investie de l'autorité dans l'environnement ecclésial est investie aussi d'être père, d'être mère, d'être frère et d'être sœur. Différence quand même, on voit bien, qui amène un contenu évidemment beaucoup plus dense, symboliquement et psychiquement beaucoup plus fort. Deuxième différence, c'est que finalement, dans le monde profane, dans des choses un petit peu analogues, ce qui est en jeu, c'est, j'allais dire, strictement sa vie professionnelle. Ce qui est en jeu dans l'environnement d'église, c'est juste le don de sa vie, et donc tous les aspects de sa vie. Donc tout ça qui fait que les mécanismes psychologiques qui sont naturellement à l'œuvre se retrouvent dans l'environnement d'église traversés par un niveau de profondeur et de complexité encore plus important. Donc si je pose ça en première étape de notre chemin vers cette question, ça n'est pas pour décourager quiconque, c'est juste pour se dire ne vous mettez pas comme visiteur des objectifs inatteignables. Autre façon de le dire, c'est une approche, finalement un appel à une approche très, très modeste. Pour autant, aussi modeste que soit cette approche, si elle ne permet, de mon point de vue, en aucune façon, en quelques entretiens, de pouvoir assurer avec certitude que tout va bien ou au contraire qu'il y a des mécanismes dysfonctionnels à l'œuvre, il me semble que l'ambition peut être raisonnable de la poser comme essayer de sentir détecter quelques signaux faibles. Quelques signaux faibles qui peuvent laisser évoquer finalement une communauté qui va plutôt bien ou un groupe pour lequel il y a quand même des points d'alerte. Deuxième étape de notre chemin vers cette question, on parle de détecter des mécanismes psychologiques, mais de quoi est-ce que l'on parle ? Quels sont ces mécanismes psychologiques ? Alors évidemment, ce n'est ni le lieu ni la durée pour approfondir tous les mécanismes psychologiques exhaustivement. J'aimerais juste en mentionner 5, voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais juste pour essayer d'illustrer en fait de quoi est-ce que l'on parle. Premier des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans des relations interpersonnelles, parce qu'il s'agit bien de cela, qui peuvent être relations interpersonnelles d'un membre d'une communauté envers un frère ou une sœur, ou envers son supérieur, mais aussi interpersonnelles au pluriel, dans l'ensemble. En fait, en gros, ce que je dis là, c'est ces mécanismes vont du plus personnel au plus systémique. Il y a tout cet écosystème de qu'est-ce qui se passe à un niveau individuel jusqu'à qu'est-ce qui se passe à un niveau systémique. Donc je vais mentionner 5 mécanismes, ce n'est pas exhaustif, mais qui sont les principaux. Premier mécanisme, c'est le mécanisme de transfert. Ce mot, vous l'avez peut-être entendu parler, évidemment, c'est le monde psychanalytique qui a vraiment mis à l'honneur ce transfert. C'est quoi le transfert ? C'est
la répétition actualisée de comportements, de désirs, de sentiments ou d'émotions qu'une personne a vécu dans le passé, et ce qu'elle a vécu va se répéter dans la relation qu'elle a avec un interlocuteur. C'est ce qui s'appelle le transfert. Exemple, très clairement, un novice a de bonnes chances de mettre en place un transfert paternel, par exemple, vis-à-vis de son maître des novices ou sa maîtresse des novices. Ce n'est pas forcément lié au genre. Donc, le transfert, c'est la répétition de quelque chose de mon passé qui se rejoue, que je rejoue dans la relation avec un interlocuteur. Donc, évidemment, dans une relation d'accompagnement type psy ou coaching, eh bien, on est très attentif à ça parce que c'est très informatif sur le travail que la personne est en train de faire. C'est un outil de travail. Mais en même temps, ça n'existe pas que dans une relation d'accompagnement. Ça existe en réalité dans toute relation. En réponse à ce transfert, deuxième mécanisme, toujours à l'œuvre, le contre-transfert. Le contre-transfert, ça va être quoi? Ça va être la façon dont celui qui est l'objet de ce transfert va réagir, là aussi, en projetant des émotions, des sentiments, des pensées, des désirs issus de sa propre histoire. Ça veut dire, si je reprends cet exemple de ce novice qui va transférer, par exemple, quelque chose de paternel envers son maître des novices, le maître des novices lui-même va être soumis à un contre-transfert. C'est-à-dire qu'il va avoir à gérer ses émotions, son affectivité, par rapport à ce que, justement, la projection qui aura été faite par son novice. Je vous ai perdu là déjà ou pas? Non? Ok, merci. Non, mais des fois, entre transfert et contre-transfert, on ne sait plus où on en est, donc c'est très bien. À ce stade, je précise, je le redirai, mais j'insiste là-dessus, et pardon par avance si c'est trop insistant, mais s'imaginer que le transfert et le contre-transfert, c'est fait pour finalement des gens qui ont des problèmes, ou pour des gens qui ne savent pas bien gérer leurs émotions, franchement, ils se trompent complètement. Le transfert et le contre-transfert sont des mécanismes, j'allais dire physiologiques, psychiques, physiologiques, naturels, normaux, auxquels nul ne peut échapper. Si maintenant vous vous dites, oui, mais quand même, moi je suis abbé, je suis abbesse, je suis évêque, je suis prieur, je suis supérieur, etc., j'ai un peu de la bouteille, tout ça, bon. Donc du coup, tout ça, moi je gère. En fait, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que quand on est porteur d'autorité, on est l'objet de transferts encore plus intenses. Encore plus intenses. Et donc de contre-transferts encore plus intenses. Donc ça, c'est juste pour mettre tout le monde tout à fait à l'aise. Voilà. Troisième élément, troisième mécanisme, là aussi, toujours à l'œuvre, dans des relations interpersonnelles, ce sont les mécanismes, et dans les groupes, les mécanismes de défense. C'est quoi, mécanisme de défense? Eh bien, c'est un processus qui est inconscient, qui est automatique, finalement, que je vais mettre en œuvre pour atténuer des tensions, pour protéger mon intégrité psychique. Et donc, heureusement qu'on a des défenses. C'est un mécanisme, encore une fois, qui est sain, SAIN, qui est nécessaire pour qu'on puisse faire face à des tensions, des agressions, qui peuvent être externes, donc des relations toxiques, des événements difficiles, des choses liées à l'environnement, mais ça peut être aussi pour me protéger de mes propres pulsions, de mes propres désirs que, justement, peut-être je ne veux pas voir. Les mécanismes de défense les plus classiques vous sont connus, en tout cas par expérience, c'est sûr, puisqu'on en fait tous l'expérience, mais au moins intellectuellement, on parle du déni, on parle du clivage, on parle de la rationalisation, on parle de régression, on parle de projection. Et tous ces mots, encore une fois, il ne faut pas leur prêter la moindre valeur morale, positive ou négative. Ce sont juste des mécanismes qui nous permettent justement de protéger en fait notre vie psychique. Et donc évidemment, ils se mettent en place dans toute relation, entre toute relation et encore plus dans un groupe. Quatrième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le reflet systémique. Le reflet systémique, alors ça concerne tout particulièrement les visiteurs, c'est en fait le transfert d'un mode de relation que l'on a dans un système, de le transférer dans un autre système. Ça veut dire qu'une personne ou bien un groupe va reproduire dans une relation quelque chose qu'il expérimente dans une autre relation. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça reflet systémique. C'est le mot reflet qui est important. Donc pourquoi je disais que notamment, alors les psys et les coachs ils connaissent bien ça, pourquoi les superviseurs encore plus, pourquoi ça concerne les visiteurs? Parce que finalement, peut-être que ce qui va se jouer entre la personne que vous allez écouter et le visiteur dira peut-être quelque chose de ce qui se passe entre la personne avec laquelle vous vous entretenez et sa propre communauté. L'un est le reflet de l'autre. Voilà. Et cinquième mécanisme
à l'œuvre dans les relations interpersonnelles, c'est les mécanismes d'adaptation. En américain, je ne le dirai pas parce que je n'aime pas qu'on parle américain, donc en français, ça s'appelle les mécanismes d'adaptation, qui sont là des processus, cette fois-ci, cognitifs et comportementaux, où on essaye que l'on met en place pour s'adapter à une situation, et notamment une situation de stress au sens large. Donc on va essayer de détecter, d'anticiper, de gérer. Ça veut dire que quand je vais repérer que, par exemple, dans une situation donnée, je peux être en difficulté, je me sens potentiellement menacé, stressé, etc., face à une douleur, une perte, une relation difficile, peut-être que je vais chercher de l'information pour mieux comprendre la psychologie de ces personnes, je vais mettre en plan d'action, ou bien je vais essayer de demander de l'aide, par exemple, ou bien je vais essayer de prendre du recul, d'apprendre à gérer mes émotions. Donc en fait, 5 mécanismes: transfert, contre-transfert, les défenses, processus d'adaptation, reflet systémique, en sachant que les 4 premiers que j'ai mentionnés, donc transfert, contre-transfert, défense et reflet systémique, sont des processus inconscients. Le processus d'adaptation, c'est plus cognitif, c'est déjà plus conscient. Je vais essayer d'apprendre à gérer mes émotions, je vais essayer de prendre du recul, je vais m'adapter. Là, on est dans des choses qui sont, vous voyez, déjà plus de l'ordre de la... À partir du moment où on dit que c'est inconscient, donc évidemment, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire juste que c'est à l'œuvre et que pour en prendre conscience, finalement, il y a deux moyens essentiels. La première, c'est d'avoir fait un travail sur soi et de savoir finalement repérer en soi finalement les signaux faibles, y compris en soi, qui nous indiquent voilà un petit peu ce qui se passe, moi, dans les relations transférentielles, contre-référentielles, reflet systémique, tout ça. Et puis, deuxième élément, parce que tout le monde n'a pas forcément fait ce travail-là sur soi jusque-là, c'est la supervision. J'ai compris que dans le programme qu'il en serait question cet après-midi, la supervision est indispensable pour faire le pas de côté qui permet de mieux sentir, mieux repérer ce qui est en train de jouer d'éléments transférentiels, contre-transférentiels, des éléments de défense, etc., qui peuvent être à l'œuvre dans un groupe, chez telle ou telle personne entretenue, mais aussi chez le visiteur, bien sûr. Troisième étape, donc il y en a 4. Troisième étape, c'est, c'est difficile. L'ambition, c'est juste détecter des signaux faibles sur la base de ces mécanismes que je viens de mentionner. Mais finalement, j'allais dire, où porter notre attention? Où est-ce que l'on peut mettre le projecteur? Voilà. Donc là, cette troisième étape, c'est quels sont les espaces dans lesquels je peux essayer de chercher, repérer des signaux faibles. J'identifie 4 espaces, donc 4 lieux dans lesquels je peux mettre le projecteur. Le premier lieu, ça a été dit, évidemment, c'est la personne avec laquelle je m'entretiens, la personne que j'écoute, tel ou tel membre de la communauté, quel qu'il soit, ou d'un diocèse, etc. La personne que j'écoute. Évidemment, il a été dit par tous les orateurs ce matin, l'importance de l'écoute, d'une écoute pleine d'empathie, mais en même temps, on ne se laisse pas trop embobiner, mais une écoute bienveillante, empathique, une écoute active, à laquelle, semble-t-il, d'ailleurs, tout le monde n'est pas si formé que cela, de ce que disait un orateur précédent. En tout cas, c'est le sujet de l'écoute. Voilà, donc de la personne, là, on met le projecteur sur la personne avec laquelle, finalement, on s'entretient lors d'une visite. Et en fait, plus précisément, qu'est-ce que j'écoute? En fait, il me semble qu'on peut écouter au moins 2 choses. On peut écouter le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit. Voilà, et notamment, est-ce qu'elle est plutôt dans le registre des faits, ou plutôt dans le registre des émotions, ou plutôt dans le registre des pensées, ou plutôt dans le registre des jugements, point de suspension. En fait, elle est dans quel registre? Voilà. Ça, c'est le registre du contenu. Et puis, il y a comment est-ce qu'elle le dit. Écoutez comment la personne se présente. Et comment est-ce qu'elle dit ça? Elle dit ça en étant complètement coincée, elle dit ça en étant détendue, elle dit ça avec beaucoup d'émotion, elle dit ça avec beaucoup de froideur, et ainsi de suite. Donc il y a qu'est-ce qu'elle dit et comment est-ce qu'elle le dit. Ça, c'est, mon point de vue, un premier espace dans lequel mettre le projecteur, la personne avec laquelle on s'entretient. Deuxième élément sur lequel mettre le projecteur, c'est la relation entre la personne que l'on écoute et le visiteur. Donc soi-même, si on est visiteur. Qu'est-ce qui se joue dans la relation? C'est quoi le climat relationnel? Est-ce qu'on sent que c'est un climat de confiance? Est-ce qu'on sent que la personne elle est en séduction? Ça a été beaucoup dit, la flagornerie, etc. Ah, c'est formidable, qu'est-ce que vous m'écoutez bien. Vraiment, ça me fait vraiment du bien. J'ai rarement été écouté par quelqu'un comme vous savez, vraiment.
pourrait pas revenir plus souvent. Bon, évidemment, là, ça dit quelque chose, vous sentez bien. Mais ça peut être aussi, finalement, dans la relation, quelque chose de l'ordre de la soumission ou quelque chose de la dissimulation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Quel est le climat relationnel entre la personne que vous écoutez et vous-même en tant que visiteur? Donc, premier projecteur, la personne elle-même. Deuxième projecteur sur la relation entre la personne écoutée et vous. Troisième projecteur, me semble-t-il, intéressant, c'est celui de l'environnement, celui du contexte. Il se passe quoi dans le contexte? De quoi on me parle dans le contexte? Qu'est-ce qu'on m'en dit? Qu'est-ce que j'ai l'impression qu'on ne me dit pas non plus? Voilà. Ne pas hésiter à questionner aussi un petit peu là, les éléments de contexte, hein, pour croiser si finalement on nous raconte un petit peu la même chose ou pas dans cet élément de contexte. Et puis, je termine par le quatrième espace vers lequel tournait le projecteur, qui pour moi est un espace absolument essentiel, c'est vous-même comme visiteur. Quand vous écoutez, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce que ça suscite comme émotion? Qu'est-ce que ça suscite comme sensation physique? Il y a des gens, on les écoute, tout de suite, on sent des crispations physiques. Ça ne veut pas dire qu'ils me crispent seulement. Ça veut peut-être dire aussi quelque chose de ce qui se joue dans la relation et de ce qui peut être dit ou qui n'est pas dit. Quelles sont les pensées, les jugements, les appréciations qui me viennent quand j'écoute cette personne? Quelles impressions je peux avoir? Les personnes, on les écoute, à la fin, on les écoute un quart d'heure, on est épuisé, alors qu'il y a d'autres personnes, on les écoute pendant 1 heure et il ne se passe rien. Donc, en fait, j'attire juste votre attention sur cet élément essentiel de vous écouter. Hein, de vous écouter pendant que vous écoutez. Il se passe quoi quand j'écoute cette personne? C'est quoi mon impression? Comment je me sens? Ça a été dit d'ailleurs par une des oratrices ce matin. Et ça me paraît absolument essentiel en tant que ça dit quelque chose, par reflet, par transfert, quel que soit le mécanisme. Hein, voilà. Ça dit quelque chose de probablement de ce qui se passe dans la relation, c'est sûr, mais peut-être beaucoup plus largement. Quatrième, donc ces 4 lieux où mettre le projecteur, la personne écoutée, la relation, l'environnement, le contexte, et enfin vous-même comme visiteur. Et quatrième étape, qui nous amène vraiment au cœur de cette question de détecter les mécanismes psychologiques au sein de communauté, enfin dans une visite, c'est que ça a été dit, hein, l'objectif n'est pas de faire un diagnostic. L'objectif n'est pas de pouvoir affirmer avec certitude que oui, il y a des mécanismes dysfonctionnels ou non, il n'y en a pas. On dit bien qu'on n'est pas là-dedans. Encore une fois, c'est trop complexe pour qu'en quelques entretiens et une visite, ce soit possible. Et 2, ça a été dit ce matin, ça n'est pas l'intention. L'intention, en tout cas, visite apostolique peut-être un peu différente, mais sur des visites non apostoliques, c'est d'accompagner. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se dire, de se mettre la pression, de dire je suis là pour repérer tout, etc. En revanche, il s'agit de repérer des signaux faibles. Des signaux faibles de quoi? Des signaux faibles que finalement, dans un groupe, je parlais des services hospitaliers, dans une communauté, dans un diocèse, finalement, qu'il y ait des différends, qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des réactions émotionnelles, qu'il y ait des tensions. Tout ceci est inévitable et tout ceci est normal. En revanche, les signaux faibles sont là pour nous alerter sur le fait que toutes ces réalités incontournables peuvent amener à des situations qui sont des situations dysfonctionnelles et peut-être, pourquoi pas, abusives. Voilà. J'ajoute juste, avant de mentionner quelques signaux faibles, que les origines sont multiples. Les origines sont multiples. C'est-à-dire, les mécanismes sont naturels. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de mécanismes que je mentionnais tout à l'heure, naturels, à quelque chose qui devient dysfonctionnel? Les origines sont multiples. Ça peut être, évidemment, ça a été dit, des personnalités pathologiques. On a dit personnalité toxique, je préfère plus largement personnalité pathologique. Mais pas seulement. Ça peut être aussi une ou des immaturités émotionnelles. Immaturité émotionnelle du supérieur ou immaturité émotionnelle au pluriel de l'ensemble des membres ou d'une majorité de membres. Ça peut être aussi un mode de gouvernement totalement inadapté. Ça peut être aussi une disponibilité insuffisante des supérieurs.
Quand je dis disponibilité insuffisante, je pense par exemple à disponibilité insuffisante des supérieurs, parce que, voilà, je sais pas quoi, un supérieur peut être dans une addiction, voilà, qui le ronge, qui le bouffe, qui le... Voilà. Parce qu'il peut être dans une telle surcharge de travail que là aussi il manque de disponibilité, pas simplement en temps, mais en charge mentale, en disponibilité mentale. Donc, point de suspension, juste pour dire que les origines, les motifs qui nous font basculer dans quelque chose de dysfonctionnel sont multiples. Ce n'est pas simplement une personnalité toxique. Voilà, ça peut l'être, mais pas seulement. Pour terminer donc, ce quatrième point, quelques signaux faibles. Voilà, ça va faire un peu la liste à l'après-vert. J'en ai relevé un petit peu, voilà, une quinzaine. Je vais juste les mentionner, sauf le premier que je vais détailler un tout petit peu plus. Le premier point, signaux faibles, c'est justement personnalité toxique. Je préfère dire plus largement personnalité pathologique. Alors, encore une fois, dans une visite, ça n'est ni l'intention, ni le cadre, ni le champ de compétences requis pour faire un diagnostic. Ce n'est pas du tout l'objet. En revanche, comme visiteur, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Vous pouvez aussi peut-être vous dire, tiens, là, il me semble quand même que la personnalité de tel membre, de telle personne, est une personnalité, sans poser de diagnostic de pathologique, est une personnalité excessive et inadaptée. Je choisis ces deux mots parce que finalement, c'est un ressenti qu'on peut avoir en se disant, mais cette personne, il y a quelque chose d'excessif. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que vous puissiez aller tellement plus loin dans une visite avec 1 ou 2 entretiens. En revanche, avoir cette impression qu'il y a quelque chose d'excessif et d'inadapté dans la façon d'être, finalement, de cette personne, c'est un signal faible. Voilà, vous voyez, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un élément de certitude, c'est juste un signal faible, peut-être parmi d'autres. Excessif et inadapté au regard de quoi? Quand on prend la nosographie, la classification des personnalités pathologiques, je vous rassure tout de suite, je vous en fais grâce de tout le détail, mais d'ailleurs non, je vais quand même en mentionner 6, qui sont celles qu'on rencontre le plus souvent. Je vous la fais courte, hein, je vous rassure. Il y a la personnalité qu'on appelle histrionique. La personnalité histrionique, c'est celle, finalement, qu'on va repérer par les excès d'émotion. Les excès d'émotion et de recherche de l'attention. Voilà, c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans l'émotionnel et recherche de l'attention. Deuxième personnalité pathologique, je suis là dans les classifications officielles, hein, les personnalités obsessionnelles. Donc ça va être la personne qui va être dans la recherche de le perfectionnisme, mais tout le temps et pour tout le monde, non seulement pour lui, mais en plus pour les autres, recherche du contrôle de soi et du contrôle des relations. Donc là, c'est un excès de contrôle. Troisième personnalité qu'on peut trouver, c'est les personnalités borderline. Personnalité borderline, bon, ce n'est pas forcément les plus répandus, en tout cas dans l'écosystème là, qui nous réunit aujourd'hui, mais ça va être un excès d'instabilité. Les personnes qui vont dans l'excès d'instabilité, voilà, et d'impulsivité. Voilà. Quatrième personnalité pathologique, les personnalités dépendantes. Donc là, ça sera un excès de soumission. Et on va demander l'autorisation pour tout et n'importe quoi, voilà, et on va s'excuser de demander pardon, mais est-ce que je peux? Non, mais je préfère parce qu'on ne sait jamais, parce que je ne suis pas capable. Mais voilà, enfin, en tout cas, moi, j'en ai rencontré des comme ça. Voilà. Cinquième personnalité pathologique, les personnalités narcissiques. Personnalité narcissique, là, ça va être... on va ressentir quelque chose d'un excès de l'ordre du sentiment de supériorité. Voilà. Personnalité narcissique, elle a besoin de sentir qu'elle est supérieure et qu'on lui dit « mais oui, tu es grand, tu es beau, tu es fort, tu es un évêque extraordinaire, un abbé incroyable, une abbesse que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. » Voilà. Enfin, en gros, c'est ça qu'elle va appeler, qu'elle va suggérer, en fait. D'où l'importance d'être à l'écoute de sa propre écoute pour voir ce que ça suscite. Voilà. Si en écoutant quelqu'un, ce que ça suscite, c'est finalement... j'ai vraiment envie de lui dire mon admiration, peut-être que là, ça dit quelque chose de ce que cette personne vient susciter, et donc de sa personnalité. Voilà. Et puis, dernière personnalité pathologique, la personnalité perverse narcissique, donc qui est différente de la narcissique. La narcissique, c'est juste montrer en fait qu'elle est la plus grande, la plus belle, la plus forte. La perverse narcissique, c'est d'être dans la séduction, et notamment la séduction par le langage, pour assujettir et pour détruire. Voilà. Donc, j'insiste, ça n'est pas en une visite que... voilà, il ne s'agit pas de faire un diagnostic. J'attire juste votre attention sur ce signal faible de ce qu'il peut y avoir d'excessif chez une personne. C'est pas plus. Donc, excès d'émotion, excès de contrôle, excès d'instabilité, excès de sentiment de supériorité, excès de soumission ou excès
de séduction avec l'assujettissement qui va derrière. Deuxième signal faible, je vais aller beaucoup plus vite pour les autres, je rassure mes camarades qui sont à ma droite, des ordres contradictoires. Quand vous entendez ou quand vous entendez dire voilà, des ordres contradictoires, des humiliations en public, que finalement dans cette communauté on souffle le chaud et le froid. Donc souffler le chaud et le froid, c'est pas pareil que les ordres contradictoires. Hein. Souffler le chaud et le froid, c'est vraiment, tu es vraiment un frère formidable, c'est vraiment toi dont on a besoin dans la communauté, et vraiment tu es un bijou, une grâce de Dieu pour la communauté, et le lendemain c'est, mais finalement en fait la délégation que je t'ai donnée, en fait je vais te la retirer parce que je me demande vraiment si avec ton niveau de péché c'est pas possible. Ça c'est souffler le chaud et le froid. En fait, je regroupe un petit peu ces ordres contradictoires, ces vexations, humiliations en public et ces souffler le chaud et le froid. Pour le coup, ça évoque quand même quelque chose en lien avec une personnalité pathologique, en l'occurrence perverse narcissique. Puisque le but, c'est d'assujettir et de détruire. Donc, et la meilleure façon de détruire, ce sont ces pratiques très bien documentées, malheureusement, aujourd'hui. Autre signal faible, et là, pas forcément en lien avec des personnalités pathologiques, hein, mais comme on l'a dit, avec d'autres causes possibles, c'est le fait, si vous avez l'impression qu'il y a des divisions ou des clans dans un groupe, dans une communauté, dans un diocèse. Ça dit quelque chose de mécanisme, pour le coup, psychologique, peut-être dysfonctionnel. Ça peut être aussi le fait de repérer le retrait de certains membres. Et le retrait, ça peut être un retrait physique, mais ça peut être aussi un retrait émotionnel. Moi, je ne dis plus rien, je me mets un peu... Voilà. Ou un retrait opérationnel, je ne fais plus rien. Donc finalement, quand ça concerne une personne, peut-être est-ce lié vraiment à une difficulté intrapersonnelle. Quand ça concerne plusieurs membres de la communauté, vous pouvez dire que là, il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre, qui n'est quand même pas super fonctionnel. Bon. Un signal faible, qui de mon point de vue est d'assez forte intensité, et ça a été dit déjà par des orateurs précédents, c'est l'interdiction de parler de difficultés à quelqu'un d'extérieur de la communauté. Et ça se voit, ça s'est vu. Enfin, voilà. Non, on peut pas en parler à un accompagnateur spirituel extérieur, on ne peut pas en parler au médecin, on peut encore moins en parler à un psy. Voilà, ça, quand il y a cette interdiction que vous savez ou que vous sentez, c'est un signal faible. Ça peut être aussi des réactions émotionnelles démesurées. Bon, voilà, ça dit peut-être quelque chose, là aussi, peut-être simplement de l'intrapersonnel, mais peut-être aussi plus largement. Ça a été dit, je le redis, c'est essentiel. Un autre signal faible, c'est le manque d'autonomie des membres. Et ce manque d'autonomie, j'ai envie de le préciser, ça peut être un manque d'autonomie qui peut être un manque d'autonomie de pensée, ça peut être un manque d'autonomie opérationnelle. Les deux sont possibles. Pour le dire autrement, est-ce que dans cette communauté, les membres sont considérés comme des adultes ? Si la réponse n'est pas évidente, c'est clairement pour moi un signal faible de mécanismes à l'œuvre qui ne sont pas super fonctionnels, quoi. Voilà. L'adulation du supérieur. Alors, il y a beaucoup de supérieurs ici, ça fait toujours plaisir d'être adulé, hein, et ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais n'empêche que l'adulation du supérieur, je choisis le mot d'adulation, ce n'est pas simplement le fait de dire du bien. L'adulation du supérieur, évidemment, est quelque chose qui doit être considéré comme un vrai signal faible. Pour le dire autrement, voilà, ça fait plaisir à tout le monde dans une visite d'entendre dire du bien du supérieur. C'est bien quand même s'il y a quand même quelques critiques. Voilà. Mais pas trop, mais quand même un petit peu. S'il n'y en a pas, ça devient quand même suspect tout ça. Un autre signal faible, me semble-t-il, qui peut attirer l'attention, c'est la focalisation sur une personne de la communauté. Quand je dis focalisation sur une personne de la communauté, c'est focalisation dans les deux sens. Ça peut être le bouc émissaire. Voilà. Quand on vous parle tout le temps d'une personne, voilà, ça pour l'avoir déjà entendu, voilà, une personne, elle devient le bouc émissaire. Donc peut-être là aussi, peut-être cette personne a-t-elle des difficultés ou présente-t-elle des difficultés pour tous les autres, c'est possible. Enfin, on sait bien dans les logiques systémiques, les logiques familiales, les logiques de groupe, d'accompagnement de groupe, qu'une personne peut être aussi le symptôme des dysfonctionnements de l'ensemble du groupe. On voit beaucoup ça dans les familles. Hein. Donc, la logique du bouc émissaire, en tout cas, ça doit vraiment attirer l'attention et pas seulement dire « Tiens, mais cette sœur, elle ne va pas bien ». Oui, peut-être cette sœur ne va pas bien, mais peut-être qu'elle ne va pas bien. Enfin, elle va pas bien, peut-être
pour elle-même, et peut-être qu'elle ne va pas bien aussi en tant qu'elle est le symptôme de l'ensemble des dysfonctionnements du groupe. Et dans la focalisation, il y a aussi la focalisation vers le sauveur. Voilà. Ah ben heureusement qu'on a cette sœur Pascal Aurel, vraiment, elle est extraordinaire. Puis on lui promet un bel avenir dans la congrégation. Si, je ne peux pas vous en dire plus, vous comprenez. Enfin si, vous êtes tenu au secret, donc je vais quand même vous le dire. Mais a priori, bon voilà. Et quand tout le monde vous dit ça à propos d'une sœur, enfin, ou d'un frère d'ailleurs, là aussi, il y a... De quoi est-ce que c'est le symptôme? Qu'est-ce que ça dit de la communauté en fait, Qu'est-ce que ça raconte de ce groupe en fait? Voilà. Je crois qu'il en reste deux. Un autre signal faible, me semble-t-il, important, c'est intéressant, c'est la peur de la part des membres auditionnés, écoutés, d'exprimer leurs sentiments ou d'exprimer leurs besoins. Voilà. Ça peut être dit. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que je peux dire vraiment les choses là devant vous ou pas là? Déjà, rien que de poser la question, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Et donc être attentif effectivement au climat de peur, ou pas d'ailleurs, des membres à exprimer. Alors pareil, si c'est une seule personne qui a peur, bon ben ok, c'est peut-être plus de l'intrapersonnel. Si maintenant il y a tout un paquet qui n'ose pas dire finalement leurs sentiments, leurs besoins, leurs difficultés, là franchement, alerte. Voilà. Et puis, l'expression peut-être par certains membres de la peur d'être abandonné ou d'être rejeté. En tant que la peur d'être abandonné ou d'être rejeté dit quelque chose du type de relation finalement qui circule dans la communauté, dans le diocèse, dans le groupe. Quelque chose évidemment de l'ordre de l'emprise, de la dépendance, ainsi de suite. Et puis peut-être le dernier signal faible que je mentionnerai là, peut-être les difficultés récurrentes d'intégration notamment de ceux qui rejoignent la communauté. Voilà. Si finalement, parmi tous ceux qui rejoignent la communauté, il y en a une immense majorité qui n'arrive pas à s'intégrer, ça dit quelque chose. Je ne sais pas ce que ça dit, mais en tout cas, ça dit quelque chose, encore une fois, à creuser. Voilà. Donc, en synthèse, détecter des mécanismes dysfonctionnels, c'est très difficile. Donc, voilà, l'ambition qui me paraît déjà, voilà, c'est de détecter simplement des signaux faibles. Et pour cela, peut-être 4 conditions qui me paraissent favorables à une écoute fructueuse. La première, c'est de visiter à plusieurs, parce qu'on écoute toujours mieux à 2 ou 3 qu'à 1. Deuxièmement, amener du tiers, amener de l'extérieur, pour éviter notamment, ça a été dit, les enjeux, les conflits d'intérêts, les conflits de loyauté, qui peuvent être conscients, mais en fait surtout inconscients. Encore une fois, ce qui est inconscient est encore plus agissant que ce qui est conscient. Donc amener du tiers, voilà, amener de l'extérieur pour être dans une écoute qui soit davantage marquée par la neutralité. Neutralité au sens psychique du terme, c'est-à-dire éviter conflit d'intérêts et conflit de loyauté. Troisième condition, c'est créer les conditions pour que la parole soit le plus libre possible. Et donc, effectivement, un climat sécurisant, en gros, amener de la sécurité, sécurisant et dans lequel il y a une assurance de la confidentialité de qui dit quoi. Et puis, dernier peut-être point d'attention sur les conditions favorables à une écoute fructueuse, c'est au fond d'être attentif, me semble-t-il, à 3 indicateurs, quelque part. Quel est le niveau de confiance entre les membres? Quel est le niveau d'engagement des membres? Et s'il y a trop d'engagement, ce n'est pas bon non plus. Et troisième indicateur peut-être, quel est le niveau de peur du conflit? Voilà. Et ça, il me semble que peut-être, à la fin d'une visite, avec ses co-visiteurs, c'est quelque chose qui peut être, de mon point de vue, peut-être favorablement partagé. Qu'est-ce qu'on a perçu du niveau de confiance entre les membres, du niveau d'engagement et du niveau de peur du conflit? Voilà. Merci de votre attention.